Salut, c'est Willem Bellossian. Bienvenue sur INSEP TV. L'athlétisme, discipline olympique historique, l'une des plus représentées naturellement ici à l'INSEP, l'une des plus multiples aussi, raison pour laquelle on vous propose ce Team INSEP spécial 110 mètres haies avec un déjà et futur grand, Willem Bellossian. Bonjour à tous, bienvenue à la Halle Maigreau, au cœur de l'INSEP, bien au chaud, même en plein hiver, et vous allez le voir, la température c'est tout sauf un détail. Aujourd'hui sur le plateau de Team INSEP, le hurdler Willem Bellossian, le coach Olivier Valaes et l'intervieweur Enzo Pi. Bonjour messieurs. Bonjour Patrice. Bonjour. Ah, vous allez me dire ça manque un petit peu de filles, mais un, c'est logique quand on parle de 110 haies, et deux, vous allez le voir, les filles ne sont jamais très loin. Willem, 19 ans seulement, champion du monde junior du 110 haies, donc c'était l'été dernier à Eugene dans l'Oregon. Est-ce que tu avais imaginé une saison aussi idéale? Aussi idéal, c'était l'objectif dès le départ. L'objectif, c'était champion du monde et le titre, le record. Donc, aussi parfait que ça, je pense pas. Oui, parce que il faut noter que non seulement tu es champion du monde, mais tu bats le record du monde pour la première fois un junior qui passe sous la barre des 13 secondes, 12,99. C'est Wayne Davis, l'Américain, qui n'était pas très content parce qu'il détenait le record depuis 2008, 13,08. J'ai noté sur mes petites fiches. Et puis quelques mois auparavant, le 9 mars, tu avais déjà battu le record du monde du 60 mètres haies. Alors tu as beau dire c'était nos objectifs, c'est quand même une saison, mieux tu pouvais pas en fait. Le record du monde en salle en mars, je ne savais pas qu'il y avait un record du monde déjà. Voilà, tu as appris un truc. 7,48, hein, notez-le mesdames, messieurs, c'est le nouveau record du monde. Donc je ne savais pas qu'il y avait déjà le record. Donc j'avais juste couru. L'objectif, c'était courir le plus vite. Ça a donné le record, donc on était très satisfait à la fin. Et l'été aussi, quoi. Tu as connu, Enzo, des moments de grâce comme ça dans ta carrière? Oui, j'ai connu deux, trois moments bien sympas quand on a été champion d'Europe par équipe. C'est vrai que le tennis, c'est un sport individuel, mais partager un truc en équipe, c'est une émotion différente et que j'adore. Mais pas aussi rapide que William, hein, parce que bien sûr, au tennis, on n'a pas de chrono. On n'a pas de chrono, c'est ça. Olivier, on va parler de ton rôle dans l'organisation autour de Willem, mais juste une réaction quand même. La saison dernière, exceptionnelle. Exceptionnel, oui. Battre deux records du monde, déjà, c'est exceptionnel. Réaliser ses objectifs de départ, parce qu'on rêve tous de quelque chose, où chaque athlète rêve en début de saison d'accomplir quelque chose. Et là, champion du monde, deux records du monde, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui rêvent plus haut que ça, quoi. Et lui, il l'a fait en plus de le rêver, donc c'est bien. Alors Willem, comme tu aimes les défis, toi tu es antillais, hein, originaire des Abîmes en Guadeloupe. Originaire du Lamentin. Oui, précision. Environnement au niveau climatique, mieux, c'est compliqué là encore. Mais cette année, donc ton nouveau défi, c'est de passer un hiver complet en métropole, en Europe. Première réaction, comment ça va? Ça va. Au début, c'était un peu chaud. Je me disais que j'aurais pas pu tenir et tout. Mais... Un peu chaud ou un peu frais? Chaud, donc frais, donc chaud. Ouais. Donc voilà. Mais après, on s'y fait et voilà, on s'habitue avec le temps. Qu'est-ce qui te convient bien? Qu'est-ce que tu préfères ici à l'INSEP? En fait, on a tout sur place. On a une salle déjà. On a la muscu. Chauffé, Exactement, j'ai bien chauffé. La muscu, les infrastructures, le logement qui n'est pas loin, le self qui n'est pas loin. Enfin, tout est bien concentré sur un point et voilà. Et si je te disais, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Le soleil, la chaleur, sortir en débardeur, voilà quoi, Se balader en tongs, voilà. Aller à la plage, la rivière, quoi. Ouais, mais bientôt ça va revenir. D'accord, mais tu es un petit menteur parce que tu adores l'hiver, on t'a vu aux étoiles du sport. J'adore pas l'hiver, mais lorsqu'on m'invite quelque part, pourquoi pas y aller donc. Il y a Edwige Lawson qui t'embrasse, la basketteuse. Olivier, oui. C'était une étape nécessaire, indispensable pour Willem, pour grandir, que de passer l'hiver en métropole, en Europe, pour faire les meetings?
on va dire c'est pas indispensable, mais c'est quand même beaucoup plus pratique quand les meetings sont en Europe, parce que la plupart de la saison indoor se fait en Europe, d'être sur place, parce que effectivement les allers-retours et arriver au dernier moment pour une compétition, c'est jamais se mettre dans des super conditions. Donc effectivement, venir là et se confronter plus souvent aux meilleurs et venir sur les gros meetings qui ont lieu en Europe, c'est le début du très haut niveau et de la confrontation internationale. C'est vrai que même si les conditions sont très bonnes en Guadeloupe pour s'entraîner, ce qui va manquer, c'est d'avoir 3 Allemands, un gros meeting, des gens qui viennent là et qui ont le meilleur niveau mondial. Ça, là-bas, hélas, ça ne pourra pas arriver, quoi. Ouais, sans parler de la fatigue accumulée des voyages, du décalage horaire qui, là, est évité. Donc. Oui, effectivement, mais il n'aurait pas fait 10 allers-retours non plus. Je veux dire, mais là, on apprend à gérer une saison internationale, en fait. Exactement. Alors, comment ça marche? On l'évoquait tout à l'heure, hein, les filles ne sont jamais loin parce que ton entraîneur au quotidien, c'est Katie Cam, hein, avec Rico Vaiti-Lingon. Exact. Ces coachs-là sont basés en Guadeloupe. Et toi, tu as pris l'habitude, Olivier, d'adopter en quelque sorte Willem quand il est dans la métropole. Et là, tu l'adoptes un peu plus longtemps. Bah, voilà, cette année, puisque on est parti en stage au mois de janvier, là le mois de février il se fait ici pour préparer les championnats de France. Donc voilà, c'est un petit peu plus long, voilà, il doit me subir un peu plus longtemps que d'habitude. Ouais. Donc là, Willem, je suis obligé de te poser la question, comment ça se passe? Ça va? Ben, ça s'est toujours bien passé, donc pas de problème à ce niveau. Olivier, c'est un bon coach. Il a les mots pour entraîner, rassurer les athlètes, les corriger. Donc voilà. Oui, il a un côté pépé comme ça, pédagogue, paternaliste. Voilà, ouais, c'est gentil de dire. Est-ce que pour toi, Olivier, c'est pas un petit peu compliqué de gérer ça? C'est-à-dire ces 2 autres coachs qui sont là-bas, dans les îles, et puis toi qui es ici, vous travaillez, j'imagine, énormément ensemble, c'est un contact quotidien. On se coordonne beaucoup. Le truc, c'est qu'il a 2 coachs qui, s'il arrive à ce niveau-là, c'est qu'il a été très bien formé. Bien sûr. Donc il a 2 coachs qui sont très bons, qui travaillent quotidiennement avec lui. Et en général, des coachs qui sont bons, ils savent partager. C'est-à-dire qu'on ne garde pas des secrets pour soi. Donc on est tous les 3 capables de discuter ensemble et on est sur la même longueur d'onde quant au devenir de Willem. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que Willem s'épanouisse, lui, dans son activité sportive et en tant qu'être humain. Et donc, on est là pour l'aider à faire mieux. Et là, tous les 3. Donc, il n'y en a pas un qui va tirer la couverture pour lui en disant « c'est grâce à moi que Willem court vite ». Willem, il court vite tout seul. Il n'y a pas besoin de... Il réussira malgré ses entraîneurs. Donc voilà. Ou grâce, on ne sait pas. Triptyque de coach pour un double projet. Tiens, justement, double question. Ton point fort, ton point faible? Je sais pas. Eh ben, tant mieux. 12,99. Ton record du monde junior descend donc sous les 13 secondes. Avec un tel chrono, pour info, tu es champion olympique en 1992 à Barcelone. Sauf que, il y a un détail qui n'en est pas un, c'est justement la taille des haies, puisque des haies juniors, c'est 99 cm. Des haies seniors, c'est 1,06 m. Est-ce que la transition se fait sans aucune difficulté, très naturellement? Ben, au début, on a un peu peiné à 1,06. C'est pour ça que j'ai pris les devants l'année dernière pour faire quelques courses 1,06 pour voir qu'est-ce que ça donne. Là, on commence à s'habituer un peu sur les haies et après, il suffit de travailler, je pense, et après, ça passe. L'avis du coach là-dessus? Oui, c'est un angle d'impulsion qui n'est pas tout à fait le même. Donc le 110 mètres haies, ou les haies hautes en général, c'est de l'automatisation extrême. Et quand on a automatisé, on a battu un record du monde, il a battu un record du monde junior, donc l'automatisation sur les d'1 mètre, elle était extrême. Et maintenant, il va falloir qu'on arrive sur cette automatisation de l'angle d'impulsion qui est un tout petit peu plus grand. C'est une affaire qui va vite se régler. Alors, c'est la question qu'on pose à chaque fois, la petite question piège. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire souffrir trop longtemps. Savez-vous depuis quand le 110 haies est au programme des JO? Mesdames, messieurs, si vous savez, c'est le moment de répondre. Je pense que c'est Olivier qui aura la réponse. Ah, bien joué. Allez, je vous la donne, la réponse. Vous allez la voir sur le tableau. Eh bien, depuis le début, c'est aussi simple que ça. 1896. Alors, en revanche, côté féminin, il y a un petit piège parce qu'il y a une première date, 1932 à Los Angeles. Et puis, il y a une deuxième date, 1972 à Munich.
Et je sais qu'Olivier, tu as la réponse. Pourquoi 2 dates pour les filles? Parce qu'au début, elle courait le 80 mètres haies. Et que maintenant, après, on a décidé de faire une vraie course, entre guillemets, et de les faire courir le 100 mètres. Ouais. Voilà, donc 110 mètres, 100 mètres, il y a quand même toujours 10 mètres de différence. Et quand on ne connaît pas trop la différence, la discipline, on peut se poser la question. Oui. Pourquoi pas la même distance? Parce que les courses de haies, c'est des courses à contrainte. Donc on a des intervalles qui séparent les haies. Et ces intervalles doivent permettre de faire 3 foulées ou 4 appuis. Et en fonction des hauteurs des haies, de la distance et des qualités physiques hommes-femmes, on ne peut pas mettre les mêmes contraintes aux femmes qu'aux hommes, ou on ne pouvait pas le mettre. Donc on a adapté, entre guillemets, une course qui, à l'époque, pensait-on, permettait aux femmes, voilà, qu'on considérait comme plus faibles à l'époque, avec des contraintes moins importantes. Et donc on ne peut pas mettre la même distance, donc ça réduit la course en fait, la distance de la course. En sachant que des haies féminines sont moins hautes que les haies sont masculines. moins hautes et l'intervalle entre chaque haie est moins grand aussi. Mais c'est quand même, parce qu'on en parlait ce matin à l'entraînement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les athlètes allant de plus en plus vite, parfois même cet écart, là on revient aux garçons, devient presque contraignant pour les plus grands, pour les plus rapides. Il y a des normes qui ont été mises justement à la fin du 19e siècle, donc avec des conditions d'entraînement, des conditions technologiques qui n'étaient pas du tout celles qu'on a aujourd'hui. Et donc l'évolution a fait que maintenant, pour beaucoup d'athlètes, l'intervalle devient trop petit. Alors qu'à un moment, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de difficile. Et donc, je pense que si on augmentait aujourd'hui un tout petit peu l'intervalle, les performances pour certains athlètes s'amélioreraient beaucoup. Et donc, par exemple, Willem, toi qui n'est pas un géant non plus, ça te permet finalement d'être quasiment dans une foulée naturelle. Tu n'as pas à la réduire entre les haies. Exactement. Parfois, ça devient trop petit parce qu'on a tendance à allonger ou ne pas trouver le juste milieu au début. Mais après, comme dit Olivier, c'est de l'automatisme et ça vient tout naturellement. Ouais, Enzo, c'est comme un cours de tennis. Il ne faut pas taper trop fort. Il faut que la balle elle reste dans le court. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on joue avec les lignes blanches, quoi. On aime bien les lignes blanches. Et, oui, une question peut-être plus pour Olivier. Aujourd'hui, le gabarit d'un coureur, d'un sauteur de haie, ça serait quoi le gabarit idéal? Parce qu'on sait que dans certains sports, il y en a, dans le tennis, peut-être dans le foot, suivant les postes. Pour le sauteur de haie, ça serait quoi? Alors c'est pas un sauteur de haie, parce que l'objectif, c'est de surtout pas sauter. C'est Quand courir. on saute, on perd du temps. Plus on est en l'air, plus on perd du temps. C'est de courir, c'est de toujours toucher le sol, le plus possible. Et en fait, la vitesse, c'est une course de sprint, la vitesse, elle est produite par l'amplitude et la fréquence. C'est-à-dire qu'il y a toujours un rapport entre l'amplitude et la fréquence. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les haies, on ne jouera pas sur l'amplitude, puisque la distance entre les haies, elle est immuable, elle ne bougera pas. Et donc, le critère, ça va être la course et le franchissement. Il y a donc des gens qui vont être grands, pour lesquels le franchissement va être favorisé parce qu'ils ont un centre de gravité qui est plus haut. Par contre, ces grands-là, ils ont une foulée qui est trop grande pour l'intervalle actuel. Et donc, les trop grands vont être défavorisés dans la course alors qu'ils vont être favorisés sur le franchissement. Et les gens qui vont avoir une taille un peu plus petite vont être favorisés dans la course, mais un petit peu empêchés dans le franchissement. Donc, on ne peut pas dire, et le truc qui est bien sur les haies, c'est qu'on peut avoir tous les gabarits. Beaucoup de gabarits, on ne va pas dire tous, parce qu'effectivement c'est une épreuve qui est relativement difficile, mais on ne peut pas dire que quelqu'un courra pas vite à cause de son gabarit. Ok. Voilà. Et pour ceux qui en doutaient encore, oui, Olivier Vallès a fait des études d'enseignant aussi. Objectif de la saison, Willem, c'est les championnats du monde à Pékin cet été? Exactement, c'est l'objectif final de la saison. Et après, il y a quelques passages pour préparer justement l'arrivée au championnat, qui sont les championnats d'Europe. C'est le seul gros championnat avant les championnats du monde. Et est-ce que tu as déjà une petite lueur quand même qui te dit, il y a Rio pas loin aussi? Exactement, on y pense toujours. On se dit que Rio c'est demain, donc il faut quand même préparer Rio, quoi. Alors un petit repère, mesdames, messieurs, le record du monde actuellement c'est 12,80 détenu par Harris Merritt, l'américain. Est-ce que ça c'est un rêve à atteindre, à dépasser? Pour l'instant, on fait son entrée chez les seniors. Après, on verra, mais c'est dans le coin de la tête quand même. Ton point fort?
Je réponds pour toi tout à l'heure, c'est la modestie, et c'est bien. Alors moi j'ai une question, alors là pour le coup pas du tout modeste, comment on explique la domination américaine? Regardez bien ce chiffre, hein, un chiffre fou, 19 titres olympiques, je parle des messieurs, sur les 27 éditions, c'est-à-dire 70% des médailles d'or olympique sur 110 haies sont des médailles américaines. Quand on regarde les nations qui arrivent derrière, il y a deux deuxièmes nations, c'est Cuba et Canada, chacun avec 2 médailles d'or simplement. Imaginez le gap. Évidemment, la France, c'est Guy Dru. En 1976, à Montréal, il y avait eu la médaille d'argent 4 ans plus tôt. Mais comment on explique ça? Parce que c'est quasiment inédit. Hein. Ah oui, non, mais je me tourne plutôt vers vous, les hurdlers, hein, les gars. Il y a une domination mondiale du sprint par les Américains pendant tout le XXe siècle. Donc les haies étant du sprint, il n'y a pas de raison que... voilà, et c'est une nation qui techniquement était importante. Donc les haies, c'est un côté technique. Donc sprinter plus technique, on arrive à une grosse domination américaine. C'est une domination qui est en train de tomber parce que les Européens et beaucoup d'îles des Caraïbes se réapproprient la technique et se réapproprient les haies. Et depuis une quinzaine d'années, on voit l'émergence de coureurs autres qu'américains. Et maintenant, c'est plus de l'exception que de voir un titre qui échappe aux Américains. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Willem et Olivier, de nous avoir accordé un petit peu de temps. On vous souhaite la meilleure des réussites pour les semaines et les mois à venir. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Alors, on parlait des JO. Petit décompte, regardez, nous sommes à Rio J-525, c'est-à-dire à moins de 18 mois. Si les haies sont incontournables, et c'est mieux, l'huile les moins quand on en parle. Stéphane Caristan, champion d'Europe 1986. Salut Stéphane. Bonjour Patrice. On te demande de reprendre pour quelques minutes ta casquette de hurdler. Hein. Celle-là, c'est comme le vélo, ça s'oublie jamais. Oui, mais ça commence à dater là. Alors, avant d'aborder le talent Bélocian, on parlait des Américains tout à l'heure, on va revenir un petit peu, mais il y a une vraie tradition du 110, de la haie haute, pour le dire comme ça, en France. On évoquait évidemment Guy Dru, on n'oublie pas Ladji Doucouré, champion du monde en 2005, et ni Pascal Martino-Lagarde, leur actuel détenteur du record de France, 12,95, qui était là ce matin, qui s'entraînait aussi. Que j'ai vu, oui, tout à fait. Et lui aussi, champion du monde junior, c'était à Moncton en 2010. Voilà, une génération de hurdlers françaises, une tradition sur les hautes, chez les juniors, chez les espoirs aussi, et depuis longtemps. Et comment tu t'expliques cet ADN haie haute en France? Déjà, on a eu une belle locomotive, hein. Guy Drut, vice-champion olympique en 72, champion olympique en 76, ancien recordman du monde. Donc ça donne une ligne directrice. Les Français ont toujours été bons en athlétisme dans les épreuves techniques. La perche actuellement est dominée par la perche française. Donc voilà, c'est une tradition et cette capacité à maîtriser la difficulté de cette discipline est toute française. Et alors, on parlait tout à l'heure des Américains. On revient sur ce chiffre de 70% de titres. Alors, même si Olivier nous l'expliquait, ça change un petit peu, mais il y a quand même des résultats hallucinants pour une discipline aussi vieille, aussi ancienne. C'est vrai qu'avant Guy Drut, en 76, il y avait une hégémonie quasiment de titres américains. Seuls 2 titres leur avaient échappé. Après Guy Drut, ça a été l'ouverture, malheureusement pour les Américains. Et c'est vrai que sur ces dernières années, ils ont été champions olympiques en 96 et en 2012. Et les autres titres en 92 et entre les deux années annoncées, c'était des étrangers canadiens, cubains. Donc c'est vrai que la domination américaine a été mise à mal ces dernières années. Et ça reste quand même l'Amérique du Nord, l'endroit, un des endroits en tout cas où ça se passe. Alors, pour revenir sur Willem Bélocian, est-ce que c'est l'héritier? Clairement. Le porte-drapeau, peut-être qu'il y en a 2, mais... La tradition fait qu'il y a encore des gens en course. Même Ladji Doucouré, qui fait figure d'ancien, n'est pas encore retraité, donc il a encore un rôle à jouer. Ça a été la locomotive, on va dire, après ma génération. Et aujourd'hui, Willem est le véritable porte-drapeau de la jeunesse de cette discipline. Il a fait une saison extraordinaire l'année dernière.
on peut difficilement faire mieux. Alors effectivement, la question pour lui, c'est la transition sur les haies hautes, puisque vous l'avez signalé, les haies basses à 99, c'est une discipline déjà difficile à maîtriser, mais la transition de 6 cm, 7 cm, eh bien, c'est là où on fait la différence. Et ça fait partie de ces immenses talents, parce qu'on a cherché, on a gratté un petit peu pour qu'il nous parle de ses qualités. Il y a du talent avant tout, hein. Il y a aussi beaucoup de travail. Mais... Voilà. C'est un garçon qui est talentueux et qui a du travail derrière. Parce qu'à ce niveau-là, faire le record du monde en salle et battre le record du monde l'été, alors que 2 ans avant, il était cadet et qu'il était déjà sur le podium des mondes, donc ça fait 2 ans qu'il était le favori avant l'heure annoncée. Il a assumé ce rang, il a assumé ce titre. Et il a mis la manière, donc ça veut dire que techniquement il a un bagage extraordinaire, il maîtrise déjà, je ne vais pas dire parfaitement, mais très très bien son sujet. Et la différence effectivement ce sera peut-être sur sa taille, sur sa hauteur de bassin, parce que vous l'avez expliqué tout à l'heure, hein, la discipline DS c'est une discipline avec une contrainte de hauteur et de distance interobstacle, et c'est cette technique-là qu'il va falloir maîtriser maintenant pour Willem. C'est certainement un mental aussi très très fort, parce que tu le disais, il était attendu, il a répondu à cette attente. C'est ce qu'il faut dans toutes les disciplines. En tennis, c'est pareil. Il faut du travail, il faut du talent et il faut du mental. C'est vrai que du talent sans travail, ça paye jamais. Mais aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est l'entourage. Il est très bien entouré. Olivier qui est là pour lui en métropole, mais ces 2 coachs, je suppose que dans tous les sports, c'est ultra important. En athlétisme, quand on est jeune comme ça, enfin quand on est jeune, j'ai le même âge que lui, mais, mais je le dis quand même, ça doit être capital de bien s'entourer pour continuer à pas s'éparpiller. Voilà, exactement. L'entourage, il est incontournable. Il avait son premier entraîneur. Katie Cham est arrivée aux Antilles il y a quelques années et elle avait l'expertise. Elle a suivi aussi toutes les formations fédérales en France. Elle avait déjà des hurdlers sur haies hautes et sur les haies basses à haut niveau. Elle a amené son expertise, son expérience. Il a donc eu les fondamentaux qui sont vraiment la base incontournable pour bien maîtriser son sujet. Et aujourd'hui, il est bien encadré. Quand il vient en France, effectivement, il a un groupe sur lequel s'appuyer avec Olivier Valaïès, mais il a surtout aussi des adversaires qu'il n'a peut-être pas aussi en Guadeloupe. Stéphane, quand tu dis quand il vient en France, quand il vient en métropole. En métropole, tout à fait. C'est ça. On a fait un petit peu le tour de ses points forts. Est-ce qu'il a encore des axes de travail, des points sur lesquels il peut encore beaucoup progresser ? L'axe de travail essentiel, c'est la vitesse pure, parce que ça reste une discipline de vitesse. La domination américaine s'explique aussi par ça, parce que si on parle du 110, la domination en sprint américain était la même sur 100, 200, 400 et 400 haies, donc des disciplines de vitesse. Aujourd'hui, le facteur de performance, c'est la vitesse sur laquelle devra travailler Willem, mais aussi, Patrice, c'est sa capacité à être bon sur les haies hautes. Encore une fois, c'est pas un grand gabarit. Alors c'est vrai qu'on a une discipline où on peut voir des gabarits très différents, mais lui, il a quand même le plus gros handicap, c'est sa taille. Donc ça veut dire que techniquement, il aura moins le droit à l'erreur que les autres. Parce que dès qu'il sera un petit peu plus bas, dès qu'il aura un petit peu de faiblesse au niveau de son appui, son pied, que le bassin va descendre de 2-3 cm, et ben c'est les haies qui vont augmenter d'autant. Et là, c'est plus la même chanson. Alors 19 ans seulement, tu le vois aller jusqu'où ? 19 ans, il a l'avenir devant lui, on ne peut pas lui fixer de limite parce qu'il faut d'abord lui laisser cette année de transition, d'apprentissage. Moi, c'est vrai que je lui souhaite de participer peut-être au championnat d'Europe cet hiver, mais au championnat du monde cet été, parce que c'est de l'expérience qu'il va emmagasiner dans un championnat sur des haies hautes pour préparer dans de bonnes conditions les Jeux Olympiques de Rio. On se souvient de la Djidou Kouré qui n'a pas bien négocié les championnats du monde en 2003 à Paris, favori quasiment aux Jeux Olympiques l'année suivante, qui fait une grosse faute sur la dernière haie et qui voit le titre lui échapper. Donc cette expérience en grand championnat, il l'a montré chez les jeunes, mais maintenant dans la catégorie au-dessus, avec les haies hautes, là ça sera un véritable challenge pour lui. Alors ça c'est un petit détail historique dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que dans les premières années, le règlement, si on touchait 3 haies, on était éliminé. Ça a été abandonné parce que tout le monde comprend que quand vous touchez les haies, forcément, ça va beaucoup moins vite, hein, puisque le critère avant tout, c'est la vitesse. Est-ce que c'est un athlète que tu aurais aimé entraîner, Willem ? Quand on voit des athlètes avec un talent pareil, c'est toujours un plaisir parce que d'abord ça oblige le coach à se remettre en cause, à essayer d'innover, à essayer de trouver quelque chose qui puisse le faire progresser, qui puisse lui permettre de continuer la progression qu'il a, parce qu'on l'a dit, hein, il est champion du monde et recordman junior, mais déjà quand il était cadet, il était sur les podiums, donc c'est un garçon qui est extrêmement compétitif, ça c'est une valeur sûre, c'est un point fort comme Christophe Lemaître, mais techniquement il y a vraiment, faut chercher le petit détail pour essayer de continuer à améliorer
améliorer sa progression. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même le sentiment que les Français sont bien armés pour les échéances qui arrivent, hein. On parle de Willem, on peut reciter Martino Lagarde et Ladji Doucouré si ça veut sourire un petit peu. Dimitri Bascou qui est quand même le leader mondial cet hiver sur cette discipline des hautes. Donc les Français maîtrisent bien cette discipline et on attend Willem avec beaucoup d'impatience. Donc on en a 4, quoi. Donc c'est quand même conséquent. Ah, il y en aura d'autres. Tant mieux. Alors tiens, un petit conseil de coach pour terminer. L'athlétisme, hein, on sait, on peut le commencer très tôt, mais la spécialisation sur les haies, à quel âge plutôt? Encore une fois, c'est une discipline technique, donc il vaut mieux pratiquer tout l'athlétisme le plus longtemps possible, les haies y compris, et puis se spécialiser autour des juniors. Moi, c'est ce que j'avais fait, parce que la spécialisation tardive, ça va éviter la lassitude précoce, notamment sur des disciplines énergétiques comme le 400, le 800, qui sont vraiment difficiles physiologiquement et psychologiquement, mentalement. Donc pratiquer le plus longtemps possible, ça c'est une bonne base, et puis se spécialiser autour, allez, KD2 au plus tôt, mais dans les années junior espoir, c'est bien. Autour de 16 ans, on va dire 16-17. Ouais, 18 ans, autour de 18 D'accord. ans. Allez, soyons fous. Entendu. Merci beaucoup Stéphane, à très vite. Voilà, ce numéro spécial 110 haies est terminé. Enzo, tu voulais ajouter quelque chose? Comme d'habitude, un grand merci à toi Patrice et puis à l'ensemble de la prod. Avec plaisir. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce numéro. Rendez-vous sur INSEP TV dans 2 semaines pour un nouveau Team INSEP, cette fois spécial cyclisme. On sera pas loin d'ici, dans la fosse. Vous verrez ça, c'est assez impressionnant. En attendant, eh bien, bon entraînement et salut à tous. Salut. Salut.